Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Marguerite Elliot. J'ai eu 65 ans il y a quelques semaines, et je crois bien que je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Ce jour-là devait célébrer une vie de combat menée avec amour, de renoncement choisi avec dignité, d'années tissées de souvenirs tendres et parfois douloureux. Une journée de lumière. Et pourtant, ce jour a failli être le dernier. Depuis que Walter, mon mari, est parti, le silence dans la maison est devenu un compagnon fidèle. Cela fait 6 ans qu'il m'a quitté, emporté par une embolie soudaine, sans même un au revoir. Il était professeur d'histoire moderne à l'université de Yale, passionné par la Révolution française, et par la mienne, disait-il en riant. Sa disparition m'a laissé vider, mais j'ai tenu bon. Parce que je suis de celles qui tiennent. Pour mes 2 fils. Pour moi-même. Pour honorer ce que nous avons construit. Notre maison, à Fairfield, est un havre de paix, une maison en briques rouges aux volets verts, qui respire la chaleur d'un foyer forgé par des décennies de complicité. Le jardin, c'est mon royaume. Je l'entretiens moi-même, taillant les haies avec une patience que je n'ai jamais eue pour les disputes, et plantant des rosiers que Walter aimait tant. Dans chaque pièce, il y a des traces de lui, ses livres, ses carnets griffonnés, son fauteuil préféré près de la baie vitrée. Et puis il y a la cuisine, cœur battant de cette maison. J'y fais encore cuire du pain tous les samedis matins, par habitude. L'odeur du levain chaud et de la cannelle imprègne les murs, comme les souvenirs imprègnent mon cœur. Cette année, Julien, mon fils aîné, avait insisté pour organiser ma fête d'anniversaire. Il m'avait appelé un mois plus tôt, avec une voix presque trop enjouée. « Maman, tu ne vas rien faire toi-même cette année. Laisse-nous faire, tu mérites d'être gâtée. » J'avais accepté, touché. Peut-être même flatté. Malgré notre relation distante ces dernières années, j'ai cru à un effort sincère. Il est arrivé avec sa femme, Elena. Toujours impeccablement maquillée, toujours perchée sur ses talons comme si le sol lui faisait horreur. Elle m'a embrassé du bout des lèvres, l'air d'éviter de froisser son rouge à lèvres. Elle est belle, certes, mais froide comme une salle de musée. Une beauté de glace, sans éclat ni chaleur. Son sourire ne touche jamais ses yeux. Elle est le genre de femme qui essuie un verre de vin pendant 5 minutes mais ne boit jamais ce qu'on lui sert. Michel, mon plus jeune fils, est arrivé plus tard. Avec lui, tout est plus simple. Plus vrai. Il ne parle pas beaucoup, mais son regard dit l'essentiel. Il avait amené ses 2 filles, Lucie et Anaïs, qui ont couru vers moi comme si elles retrouvaient un refuge. Elles m'ont enlacée avec une spontanéité qui m'a presque fait pleurer. La fête se tenait sous la véranda, décorée de lanternes suspendues, de ballons dorés, de fleurs fraîches. Une nappe blanche ornait la grande table. Des bougies parfumées diffusaient une odeur de vanille et de lavande. C'était beau. Trop parfait. Il y avait dans l'air quelque chose de feutré, presque figé. Comme un décor mis en scène. Puis Julien a déposé devant moi un coffret, délicatement enveloppé dans un papier ivoire satiné, attaché d'un ruban lit de vin. Il avait ce sourire que je n'aimais pas chez lui, celui qui cache quelque chose. C'est un vin rare, maman. Un vin italien. Tu mérites ce qu'il y a de plus raffiné. Je l'ai remercié. Je n'ai jamais été une grande amatrice de vin, mais j'apprécie les gestes attentionnés, surtout lorsqu'ils viennent de Julien, si souvent distant. La bouteille était étrange, pas d'étiquette officielle, juste un autocollant écrit à la main, un peu de travers, Rosso di Venezia. Cela m'a intrigué. Tu connais ce domaine, ai-je demandé. Pas vraiment, mais on m'a dit que c'était exceptionnel. Il paraît que très peu de bouteilles sont mises en circulation. Il a dit ça avec une fierté un peu forcée, comme s'il voulait me vendre un mensonge bien emballé. Puis il a insisté pour que je le goûte immédiatement. Je voulais attendre le dessert, mais il s'est levé, a pris un tire-bouchon dans sa poche de veste, détail curieux, et a débouché la bouteille avec des gestes presque cérémonieux. Il a servi le vin dans un verre en cristal. Rouge profond, presque noir. Une odeur étrange s'en est échappée. Quelque chose d'aigre, de terreux. J'ai porté le verre à mes lèvres. Une gorgée,
Juste une. Le goût, amer, métallique. Comme du cuivre. Un goût qui ne m'a pas quitté, même après l'avoir reposé. Mon estomac s'est contracté légèrement. Mais j'ai souri, pour ne pas gâcher le moment. C'est original, ai-je dit. Personne d'autre n'a voulu y goûter. Julien a prétexté qu'il préférait le champagne. Elena a décliné d'un simple mouvement de tête. Michel s'est tourné vers moi avec un regard inquiet. Et moi, je sentais déjà quelque chose de faux flotter dans l'air. 2 heures plus tard, la fête touchait doucement à sa fin. Les invités avaient commencé à s'éclipser, laissant derrière eux des éclats de voix étouffés et des rires discrets. La véranda, autrefois lumineuse et animée, semblait maintenant enveloppée dans une douce mélancolie, un silence presque pesant. Je m'étais assise dans un fauteuil près de la table, tentant de rassembler mes pensées, quand soudain, j'ai ressenti une oppression sourde au niveau de la poitrine. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite, comme s'il voulait s'échapper de ma cage thoracique. Une chaleur étrange m'a envahi, puis un froid glacial m'a parcouru le dos. Ma tête s'est mise à tourner, la pièce a commencé à vaciller devant mes yeux. Le visage flou de Michel s'est approché, inquiet, mais je ne pouvais plus le voir clairement. Les sons devenaient lointains, étouffés, comme filtrés à travers un épais brouillard. Je me suis levée, cherchant un appui, mais mes jambes ont refusé de me porter. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, et la dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le visage paniqué de Michel qui tentait de me retenir. Je me suis réveillée 2 jours plus tard dans une chambre d'hôpital baignée d'une lumière artificielle et froide. L'odeur antiseptique me piquait les narines. Ma tête était lourde, douloureuse, et chaque mouvement me coûtait un effort immense. Une infirmière au sourire doux s'est approchée de mon lit. Elle a pris ma main avec une délicatesse presque maternelle et a murmuré. « Madame Elliot, vous avez eu beaucoup de chance. Ce qui vous est arrivé aurait pu être fatal. » Je l'ai regardée, incrédule. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» ai-je demandé d'une voix rauque. Elle a hésité un instant, puis, avec prudence. « Les analyses ont montré la présence d'une substance toxique dans votre organisme. Une toxine très puissante, qui attaque le cœur. » J'ai eu un moment de flottement, incapable de comprendre. Une intoxication alimentaire? Une allergie? Elle a secoué doucement la tête. Non, madame. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans la nourriture. C'est une substance appelée digitaline. Ce mot résonnait dans ma tête comme un glas. Digitaline? Oui. C'est un poison très discret, presque indétectable. Il agit lentement sur le cœur, provoquant des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être fatals. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai senti mes mains trembler, mon souffle s'accélérer malgré ma faiblesse. Et, comment est-ce arrivé? L'infirmière a détourné les yeux. La police a été alertée, madame. Ils ont ouvert une enquête. J'ai senti un froid glacé m'envahir, plus glacial encore que celui de la chambre d'hôpital. J'ai pensé à Julien, à la bouteille de vin. Ce cadeau, ce geste, si parfait en apparence. Un frisson m'a parcouru. Quelqu'un avait voulu me faire du mal. Quelqu'un que je connaissais. Michel, mon plus jeune fils, était resté à mon chevet sans presque dormir. Il passait ses journées dans le fauteuil raide à côté de mon lit, à m'observer, inquiet, silencieux. Parfois, je le voyais serrer les poings. D'autres fois, il me prenait la main, comme un enfant qui s'accroche à une vérité qu'il ne veut plus taire. 3 jours après mon réveil, alors que les médecins parlaient enfin de me laisser rentrer, il a baissé les yeux et m'a dit doucement, presque à contre-cœur, d'une voix brisée. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Je l'ai regardé, surprise par la tension dans ses traits. À propos de Julien. Il a marqué une pause. Il hésitait. Puis les mots ont coulé, d'un coup, sans retenue, comme s'il les avait contenus trop longtemps. Il est criblé de dettes. Depuis des mois. Il a perdu énormément d'argent dans des investissements louches, des start-up fantômes, des projets de crypto-monnaie montés par des amis véreux. Il n'a rien voulu me dire au début, mais je l'ai surpris un jour, au téléphone, en train de supplier une agence de crédit de lui accorder un délai. Il a baissé la tête, presque honteux d'être le frère de Julien.
Il a même essayé de vendre l'anneau de mariage de papa, celui que tu gardes dans la petite boîte en velours bleu, sur ta commode. J'ai senti une douleur sourde me traverser. Cet anneau, Walter ne l'avait jamais quitté de son vivant. L'idée que Julien ait pu envisager de le transformer en monnaie sonnait comme un sacrilège. Il a renoncé à la dernière minute, je crois. Ou peut-être n'a-t-il pas trouvé de preneur. Mais le pire, maman, le pire, c'est que j'ai appris récemment qu'il avait demandé, en secret, une copie de ton testament à maître Reynard. Je me suis figée. Une demande pareille ne pouvait être innocente. Quand, ai-je murmuré. 3 semaines avant ton anniversaire. Il voulait savoir ce qui lui reviendrait. Je n'ai rien dit. Mais tout, en moi, s'est effondré lentement. L'amour maternel est une forteresse, mais certaines trahisons sont capables d'en fissurer les fondations. Et alors, comme une vague revenant heurter la plage avec plus de violence, je me suis souvenu des paroles d'Elena, ces petites phrases jetées comme des aiguilles enveloppées de velours. Tu ne trouves pas que cette maison est bien trop grande pour toi toute seule? À ton âge, on commence à penser à alléger les choses, non? Je les avais prises pour de simples maladresses. De la franchise un peu sèche. Mais en réalité, c'étaient des signaux. Des avertissements. Et je n'avais rien vu. Quelques jours plus tard, la police est venue à l'hôpital. Discrète. Professionnelle. Ils avaient reçu les premiers résultats des analyses. Le vin italien offert par Julien, ce Rosso di Venezia, était bien l'objet principal de leur enquête. La bouteille contenait une dose élevée de digitaline, un poison qui provoque des troubles du rythme cardiaque, parfois mortels, surtout chez les personnes âgées ou fragiles. C'était une quantité bien trop précise pour être accidentelle. Et surtout, le détail glaçant, les techniciens ont relevé les empreintes digitales de Julien sur le bouchon, mais pas sur le verre. Il avait manipulé la bouteille, mais n'avait jamais touché au contenu. Ni goûté. Pas une goutte. Il avait servi ce vin avec grâce, presque avec fierté. Mais il n'y avait rien d'innocent dans son geste. C'était prémédité. Quand j'ai entendu ce détail, une image s'est imposée à moi, Julien, quelques jours avant la fête, seul dans un bureau ou une cuisine, en train d'ouvrir la bouteille, d'y glisser une substance incolore, inodore, puis de la refermer avec soin. La précision d'un homme motivé non par la rage, mais par le calcul froid de ce qu'il pourrait obtenir. Et moi, sa mère, j'étais devenu un obstacle. Un simple maillon à supprimer. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi. La maison, pourtant familière, m'a semblé différente. Plus lourde. Plus silencieuse. Comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de ce que je venais de traverser. J'ai franchi le seuil en appuyant ma main sur le chambranle, comme pour sentir que tout cela était réel, que je n'étais pas simplement sortie d'un cauchemar. Faible, mais vivante. Voilà ce que j'ai murmuré à voix haute, seule, face à mon reflet dans le miroir du couloir. Une femme amaigrie, pâle, les traits tirés, mais debout. J'étais toujours là. Le jour même de mon retour, j'ai fait changer toutes les serrures. Porte d'entrée, cave, garage, même le portail. Pas par peur physique, Julien ne serait pas assez bête pour revenir ici maintenant, mais par besoin de reprendre possession de mon espace, de marquer une frontière nette entre le danger passé et la sécurité retrouvée. Puis j'ai pris une autre décision, l'une des plus douloureuses de ma vie, j'ai modifié mon testament. J'ai appelé maître Reynard, mon notaire de longue date, un homme droit, discret, presque paternel. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement demandé. Êtes-vous certaine, Madame Elliot? Je n'ai pas hésité. Michel et ses 2 filles, Lucie et Anaïs, seront désormais mes seuls héritiers. Julien et Elena ont été rayés à jamais, sans note de bas de page, sans clause réversible. Juste un silence froid, officiel, qui prendra leur place dans mes volontés. Rayés de mon cœur, aussi? Pas tout à fait. Car la trahison d'un enfant ne s'efface jamais vraiment. Elle s'enracine, elle creuse, elle reste, comme une pierre au fond du ventre qu'on apprend à porter, mais qu'on ne digère jamais. Mon avocat a immédiatement lancé une procédure d'urgence pour geler tous les droits d'accès de Julien à mes biens, notamment la maison, les comptes, les objets de valeur, les documents. L'enquête criminelle, elle,
suit son cours. Julien nie tout, bien sûr. Il affirme que le vin lui a été offert par un collègue, qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il soit altéré. Il joue l'indignation, l'incompréhension, l'enfant trahi par les soupçons injustes. Mais les preuves s'accumulent, froides, implacables. Ses empreintes sur le bouchon. Son historique de dette. La demande suspecte du testament. Son absence totale d'empreinte sur le verre. Et surtout, la quantité précise de poison retrouvée, impossible à expliquer par une quelconque coïncidence. Chaque pièce du puzzle se met en place, et le portrait qui en ressort n'est pas celui d'un fils aimant, mais celui d'un homme aux abois, prêt à sacrifier le sang qu'il a nourri pour alléger ses dettes. Certains disent que la trahison fait partie de la vie. Moi, je crois que la trahison d'un enfant est une mort lente, discrète, mais irréversible. Ce n'est pas un coup de poignard. C'est un poison, justement. Un poison qui agit doucement, qui vous fait douter de votre amour, de votre rôle de mère, de votre capacité à voir clair. J'ai donné à Julien mes années, mes bras fatigués, mes conseils, mes pardons, mon toit, et même, bien souvent, ma patience quand il ne la méritait plus. Et lui, il m'a offert une coupe de vin. Un verre d'adieu. Un adieu sans mots. Aujourd'hui, je ne pleure plus. J'ai pleuré toutes les larmes qu'une mère peut verser. Il ne me reste plus que la volonté d'avancer. De reconstruire. À petits pas. Je jardine, chaque matin, même quand mes mains tremblent. Je reprends mes cours d'histoire à l'université locale, devant une douzaine d'étudiants curieux, parfois inattentifs, mais respectueux. Je ris, parfois, quand mes petites filles viennent me raconter leurs bêtises. Je respire, plus profondément qu'avant. Et je n'attends plus rien de personne. Mais surtout, je ne fais plus confiance aveuglément. Je regarde. J'écoute. Je ressens. Je garde une partie de moi en retrait. Non par peur. Mais par expérience. Car j'ai appris une vérité cruelle, que seule la vie peut enseigner avec cette brutalité. Parfois, le pire danger ne vient pas des étrangers. Il vient de ceux qui vous appellent « maman », avec le sourire aux lèvres, et le poison dans la main.